Il est noir, il est congolais, il est député. Il raconte dans un livre comment est la vie des immigrés en France. De retour de Kinshasa où il a accompagné le président Macron, il raconte ce que la RDC peut attendre de la France. Face à face spécial, je reçois ce mardi 30 mai après le journal de 19h, Carlos Martins Bilongo, député français. Rediffusion mardi 30 mai après le journal de minuit, mercredi 31 mai après le journal de 7h. Vivre et grandir à l'étranger pour un Congolais devenu français. Cela peut être l'histoire des enfants de tous les Congolais qui sont partis du pays, mais à lui, la particularité est qu'il est aujourd'hui député français. Qui revient du Congo, il est parti accompagner le président français, Emmanuel Macron. Noir français des quartiers à l'Assemblée est le titre de son nouveau livre. Carlos Bilongo est son nom. Honorable député, bonjour. Bonjour. Des honorables députés ici, vous n'êtes pas très habitués à cela, hein? Non, c'est pas les mêmes strates qu'en Afrique, mais on prend quand même. Hein. Je vous ai reçu il n'y a pas longtemps à Kinshasa. Exactement. Merci de nous recevoir ici à Paris. Après la visite de Macron, que retenir? Différentes choses. Hein. Déjà, que l'attente de la population congolaise n'a pas été entendue, hein, parce qu'il y avait une très grosse attente sur des propos forts par rapport à la situation à l'Est. Ensuite, il y a aussi des discours dissonants. Donc, pas le même son de cloche entre le président français et le président Félix Tshisekedi. Ça s'est ressenti lors de leur conférence de presse commune, où on a vu que certains parlaient d'un sujet, d'autres non. Certains révoquaient d'autres éléments de 2019. Donc ça, ensuite, ça fait le tour de la toile. Hein. Je pense que tout le monde sait de quoi je parle. Et ensuite, il y a eu cette conférence économique qui s'est tenue au Pullman, qui a failli être annulée, hein, encore 1 heure ou 2 heures avant, par rapport à la conférence de presse qui avait précédé cette conférence économique, qui a été intéressante. Hein. Différents sujets ont été élaborés. Il y avait une belle délégation aussi. Il y avait Xavier Niel, hein, le patron de Free, qui lance une école 42 à Kinshasa. Donc c'est une très bonne chose, ces éléments-là. Et maintenant, il faut savoir ensuite l'après de tous ces éléments. Il y avait une conférence organisée par le MEDEF sur les ressources minières du Congo et comment faciliter l'implantation d'entreprises françaises à l'Est, qui devait se tenir à Paris mais qui a été annulée. Donc il faut voir ensuite l'après. Après, qu'est-ce qui peut arriver après? C'est comment les choses vont s'élaborer. C'est bien beau d'avoir de belles annonces, de beaux discours, mais ensuite, c'est comment les choses se font. Les Congolais ont été rassurés sur un élément pendant la conférence économique. C'était le moment où le président Macron a fait référence à l'Est, là où il y a du cobalt, des minerais, du lithium. Il doit y avoir une sécurité européenne qui puisse permettre l'extraction en toute sécurité. Et de ne pas être spolié par le voisin, le pays voisin, donc le Rwanda. L'Europe n'a pas beaucoup protégé la RDC. On recevait lundi ici, dans ce même studio, Charles Onana. Tout semble ou tout semble être fait pour que, à ce côté-là, et la visite du président Macron, vous l'avez dit tout à l'heure, a aussi été de déception, que rien ne change vraiment à l'Est. C'est ça, hein, rien ne change à l'Est parce qu'il a des accords ou une admiration pour Paul Kagame, hein, qu'il n'a pas réussi à citer. Il a même à un moment donné, il évoque, il dit oui, ce sont vos problèmes, il ne faut pas chercher des problèmes ailleurs, chez le voisin, c'est pas de ma faute si, voilà. Vous connaissez son discours, hein, sur différentes choses. Après, moi, je n'en veux pas parce que Emmanuel Macron n'a jamais été un élu local. Il n'a jamais été maire, il n'a jamais été député, il n'a jamais été sénateur ou conseiller départemental, ou conseiller régional. C'est de devoir rendre des comptes aux électeurs. Il ne sait pas faire. Il a eu le mandat suprême de la magistrature, d'être président. 2 fois. 2 fois, juste après avoir été ministre, et c'est le hold-up du siècle. Donc parfois, et souvent, on est très déconnecté. Hold-up. Alors je dois souligner que vous êtes élu NUPES, extrême gauche, opposition en France, parti de Monsieur Mélenchon. Avec vous, on va parler politique, mais aussi on va parler de comment vous êtes, où vous avez évolué ici. Mais sur attente des NUPES, France Insoumise, c'est la gauche. Oui. L'extrême gauche, c'est lutte ouvrière, le NPA. Voilà. C'est la gauche.
Attente déçue, vous avez dit. Comment? Vous avez dit attente déçue en citant la visite ou en parlant de la visite du président Emmanuel Macron. Vous étiez de la délégation. Qu'est-ce que vous aviez préparé? Qu'est-ce qui vous a dit oui, ça vaut la peine que je vienne? Moi, en tant que président du groupe d'amitié, je préside le groupe d'amitié entre la France et la RDC. Chaque président du groupe d'amitié, si une délégation de la présidence française se déplace dans un pays, il est accompagné du parlementaire qui préside cette délégation. Des parlementaires, parce qu'il y a aussi un sénateur, les Républicains, qui était également dans la délégation. Nous, on vient en tant que devoir de contrôle de l'action gouvernementale à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Donc c'est pour ça que nous étions... Mais quand vous veniez, vous attendiez à quoi? Vous saviez que ce qui a été promis ou deliver, comme disent les anglophones. Non, il y a des éléments que personne ne peut savoir. Il y a des accords militaires sur la formation que moi je ne vais pas évoquer ici. Qu'avant mon départ, j'avais pris des renseignements déjà au Quai d'Orsay. Je sais comment les éléments français qui sont en zone centrale africaine travaillent avec l'armée congolaise pour les renforcer, pour les former. Ces éléments-là aussi, c'était des prérogatives avant mon départ. Et ensuite, moi, une fois sur place, j'ai pu discuter également avec soit l'ambassadeur français, le responsable militaire aussi qui est sur place à l'ambassade française, qui vérifie les éléments, les déplacements, les différentes zones de tension entre l'Ituri, etc. Et voilà, c'est des éléments qui doivent être à la portée des députés ou des sénateurs pour avoir un devoir de contrôle, les faire de remonter et demander des rectifications. Moi, une fois sur place, je demandais tel ou tel point qui était en concordance avec les demandes de la population congolaise pour mettre la pression à mon gouvernement. Voilà. Mmh. Mais quand vous dites attente déçue, la France sait aussi qu'elle aide peut-être l'armée congolaise dans la formation, mais qu'elle attend beaucoup du soutien de l'armée rwandaise, notamment au Mozambique, ce qui a d'ailleurs valu un grand débat avant d'envoyer l'enveloppe à l'armée rwandaise qui protège les intérêts français Exactement. À l'est du continent. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait attendre? Pourquoi être venu? Pourquoi est-ce que le président Macron est venu alors qu'il sait très bien que le Congolais attendent beaucoup de ça et que ce que les Congolais attendent, ils pouvaient pas le donner? C'est un pays central, le Congo. C'est 100 millions d'habitants. C'est d'ici à 2040, peut-être 120 millions d'habitants. C'est une démographie exponentielle. Un Congolais sur deux parle le français. Et d'ici à 2040, je pense qu'il y aura davantage d'habitants congolais qui parleront le français que d'habitants en France. Ou qui parlent anglais, ou qui parlent chinois. Parce pour le moment, ils parlent français. Oui. Donc, sur la continuité, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? La France est obligée d'avoir des bons liens. Et maintenant, même si le président français ne peut pas répondre à toutes les exigences des Congolais, du peuple congolais et aussi de l'exécutif congolais, mais au moins, il doit l'entendre, les écouter et aussi se déplacer parce que c'est un mouvement diplomatique. Et ensuite, M. Macron n'est pas un président éternel. Vous le savez, moi, j'étais présent dans la délégation parce que c'était maintenant depuis 2 mois. Ensuite, on sera en 2027, on sera en 2032. Et les choses évoluent dans les 2 continents. Donc, il faut être prêt à passer la main. Si Macron doit passer la main, il passera la main à la gauche. Et nous, à avoir des bonnes relations. Si la gauche l'emporte. Lui, si la gauche l'emporte. Mais ça se prépare. Marine Le Pen n'était pas dans la délégation, ou des gens d'extrême droite n'étaient pas dans la délégation. Mais il y a eu des élus de gauche qui étaient présents. Une question qu'on pose à l'opposition qui conteste ce que le pouvoir fait. Qu'est-ce qu'aurait fait la NUPES de différent dans cette situation de ce que fait Emmanuel Macron? Là, c'est même pas un conflit politique. Hein. C'est vraiment... Moi, ce que j'observe, c'est une amitié nouée avec, encore une fois, Paul Kagame, où Macron a vraiment une admiration pour ce monsieur. Il l'a dit maintes et maintes fois. Il n'y a pas eu de condamnation. Vous savez, il y a 3 mois, M. Kagame, encore une fois, a eu des propos très graves. Il a remis en cause des frontières. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est un fait rare pour un président
d'une république de faire une vidéo et de remettre en cause des frontières. Ça passe comme ça, comme si c'était rien du tout, mais c'est très grave. Oui, mais aujourd'hui... Même au niveau européen, même au niveau américain, c'est inconcevable. Un président se lève, c'est comme si... Je continue. Hein. Je ne sais pas si il veut que ce conflit découle sur une situation qui sera semblable à l'Israël et à la Palestine. Remettre en cause des frontières, c'est ça. Je ne sais pas s'il se rend compte de ses propos. Et je ne sais même pas si la communauté internationale se rend compte du poids des mots. Oui, mais aujourd'hui... Une situation comme ça, c'est des gens qui vivent dans ces régions-là. On a bien compris, mais là, on parle de la France. La France a fait, ou a le passé qu'elle a dans ses relations avec le Rwanda. Aujourd'hui, semble être en très bonne relation avec ce pays depuis Sarkozy. Vous parlez d'une continuité, mais on parle aussi des intérêts de la France. Qu'est-ce qu'aurait fait ou qu'est-ce que ferait ou qu'est-ce que fait l'opposition que vous incarnez au Parlement pour que la France fasse respecter le droit? Nous, on est monté au créneau à différentes entreprises. On a fait différents communiqués à chaque fois, même au sein de la Commission des Affaires étrangères, pour condamner les agissements du Rwanda et leur ingérence sur l'Est du Congo. Vous ne pouvez rien faire de plus. La France ne peut rien faire de plus. La mobilisation de l'opinion publique est impossible en France. Si l'opinion publique monte au créneau, vous avez aussi une grosse communauté congolaise qui est ici en France, qui manifeste, qui fait des rassemblements. Vous avez des députés comme nous, de gauche, qui montons au créneau. Il y a aussi des députés de la majorité qui veulent monter au créneau, mais qui n'osent pas parce qu'ils ont des accords étatiques. Et Macron, dès lors où le Rwanda prend les patins de la France au Mozambique, il recule surtout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Est du Congo va être mis en cause parce que le Rwanda est le bras armé de la France au Mozambique? Je ne pense pas. C'est ça nos éléments. Est-ce que la politique changera si la majorité change en France par rapport à ce cas, puisque tout démarre, il faut retour à l'histoire. J'ai pas d'admiration pour Paul Kagame en tout cas. Mais tout démarre alors que le président de la République est socialiste. Socialiste, il le dit plusieurs fois. Oui, mais de gauche. Non, il a jamais fait de politique. C'est un financier. Il a toujours dit. Il est ni de droite ni de gauche. Il a été mis... Non, je parle de... Macron ou... Non, je parle dans l'histoire. Tout démarre au moment où François Mitterrand est président. Là, on parle du génocide. 83. Après, la gauche se retrouve au pouvoir. Mélenchon ministre. Quand 2000. La France... 2000 à 2002. Quand la France fait copain-copine avec le Rwanda, qu'est-ce qui va changer si vous arrivez au pouvoir? Là, vous parlez d'acteurs politiques qui remonte à une 50aine d'années. Jean-Luc Mélenchon était ministre de la formation professionnelle entre 2000 et 2002. Ça fait déjà 21 ans. Quasiment. Les choses évoluent. Vous avez dans le paysage politique des nouveaux visages, avec des nouvelles aspirations, des nouvelles convictions. Tel qu'Emmanuel Macron. Il y a 20 ans aussi, il était, voilà. Tel que Carlos Martins Bilongo. Monsieur Macron n'a pas de conviction politique. Il a des convictions économiques. Il vient de chez Rothschild. C'est ça son pédigré. Et ensuite, il est voué, à la fin de son mandat, à repartir vers des actions économiques. Moi, vous savez, je suis issu du monde politique, du monde associatif. Et après mes mandats, je serai encore dans ce monde politique à défendre, des combats. Et c'est ça la différence. Aujourd'hui, cette gauche-là dont vous parlez, quand vous parlez de Mitterrand, elle a été enrichie par différents acteurs politiques qui ont rejoint la cause de gauche et ont alourdi le programme, parce qu'aujourd'hui le programme est plus lourd, plus vaste et plus fort. Et surtout sur la question internationale. Et il faut savoir aussi que les enjeux internationaux, ils sont évolutifs. Le pays est en mouvement. Vous savez, aujourd'hui, nous, à gauche, on défend la position de la France en alignée, qui était une position de Jacques Chirac et Villepin. Pourtant, c'est des gens de droite. Vous voyez? Donc, à chaque fois, c'est évolutif de par les séquences. Mais je vous le dis, l'après Macron, avec une gestion et un président, une présidente de gauche sera différente. Mais vous ne savez pas nous dire exactement ce que vous ferez dans l'Est de la République démocratique. Il n'y aura pas de complaisance, je vous le dis. Où l'on parle beaucoup d'intérêts internationaux. Je vous confirme, il n'y aura pas de complaisance avec le Rwanda. Dès lors où les acteurs qui sont au niveau local attesteront
comme ça a été fait dans différents rapports, que le Rwanda est le premier pays exportateur de cobalt, coltan, lithium, pourtant, d'après les sondes qui sont faites géographiques sur le pays, elles se trouvent en RDC. À ce moment-là, nous condamnerons. Il faut des sanctions. S'il n'y a pas de sanctions financières, comment faire? Un pays exproprie dans des mines des matières premières et les revend à qui veut. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Sur la place internationale, ils arrivent à revendre à qui veut l'entendre, à qui on veut. Et personne ne fait rien. Il faut que la communauté internationale verrouille, bloque, sanctionne. Et à ce moment-là, je vous le dis, quand on touche au portefeuille, les choses changent. Mais après, je le dis, hein, parce que dans l'imaginaire des gens, il n'y aura pas, je pense, de militaires français qui débarqueront à l'est du Congo. Surtout que le président Macron a déclaré que cette histoire de la France ou des interventions est finie. Ben, vous avez vu comment ça s'est fini à Berkane. À ce moment-là, on peut que s'arrêter. Mais après, il faut faire attention parce que la France est des fois intervenue. On l'a vu avec Idriss Déby au Tchad, sans mandat, comme ça, à tirer, envoyer des missiles. Vous y croyez à la France, ou est-ce que nous sommes dans une autre époque où le président Tshisekedi était récemment en Chine, les intérêts de l'Afrique sont plus vers ces nouveaux pays que les partenaires traditionnels Europe et États-Unis? À l'Afrique de décider. Moi, je suis contre toute ingérence française. Pourtant, je suis d'origine africaine, hein. Mais c'est pas à nous de dicter comment les relations vont se poser. Les Africains sont maîtres de leur sujet, ils sont très qualifiés, très intelligents. Et nous avons soit à travailler ensemble dans un partenariat gagnant-gagnant, mais pas de paternalisme ou de vous devez nous suivre absolument parce que nous sommes l'Europe et la France. Ils ont le droit de choisir. Quand vous dites les Africains, vous n'êtes plus africain? Je suis africain d'origine, mais de par ma fonction, je suis français. Et en fait, il faut faire attention parce que des fois, on peut faire des lapsus ou dans la sémantique, avoir des propos qui engagent le continent africain ou un pays. Je peux dire, bah, moi je suis congolais, il faut qu'on fasse ça au Congo. Mais aujourd'hui, je suis député français. Je défends les intérêts de la France. Donc mon propos peut être biaisé. Et il faut remettre l'église au milieu du village. Je suis d'origine congolaise, d'origine africaine. Mais vous êtes français. Noir français. Pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre? Oui. Parce que j'aime écrire. Hein. J'aime écrire. Et je suis quelqu'un qui a aussi du mal à se dévoiler. Et j'ai voulu profiter de ce bouquin pour vraiment aborder différentes séquences de ma vie. Aussi, c'est un hommage aussi à mes parents qui sont arrivés en France dans les fin 70, ma mère début 80. Et c'est un bon point d'étape aussi, hein, de par mon parcours aussi scolaire et politique. Votre histoire, je l'ai dit en introduction, peut être l'histoire des enfants de tous les Congolais qui sont partis du pays, avec une particularité, la vôtre, c'est que vous n'êtes pas resté ce jeune de banlieue, puisque vous avez grandi en banlieue, à qui on n'aurait pas prêté communion sans confession, à qui on aurait dit peut-être que si son avenir est radieux, c'est dans le football ou dans la musique. Vous faites de la politique. Vous avez fait de la politique et vous êtes aujourd'hui à l'Assemblée. Pourquoi raconter cette histoire? Parce qu'elle est importante, même pour moi. Pour moi, c'est aussi une thérapie par rapport au chemin parcouru. Et aussi parce que, une fois élu, pour beaucoup de jeunes et de parents, j'ai été directement une référence pour leurs enfants. Et ça, il faut l'écrire pour que ça reste. Qu'est-ce que vous voulez que... Et ce recueil-là, les gens peuvent l'utiliser ensuite en termes de bouquins, de chevet, pour aller vers cette motivation de briguer des mandats ou de briguer des postes importants. Parce que je viens vraiment du plus bas de l'échelle. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent de votre histoire? Rien n'est impossible et que personne ne peut les stigmatiser. Oui, mais rien n'est impossible en faisant quoi? En se battant. Contre l'adversité. En se battant des fois contre l'ennemi invisible. Je le dis dans le bouquin. Dans l'institution française, il y a différentes séquences
différents moments où vous allez être confronté au racisme, à une injustice particulière. Vous pouvez avoir un bac plus 5, bac plus 6. Moi, je vous le dis, énormément de jeunes Français d'origine africaine, des Congolais qui ont des masters, des bac plus 8, bac plus 9. Malheureusement, ils sont au McDo. Malheureusement, leurs CV sont déchirés. Malheureusement, ils ne sont pas recrutés à leur juste valeur. Ou même quand ils sont en poste, ils ne sont pas payés à juste valeur. Pourquoi? On ne sait pas. Pourtant, ils ont été à la même école, l'école républicaine. Et moi, mon point de vue et mon point d'honneur, c'est que nous sommes tous égaux. Que vous appelez Dupont, Bourdin, Bernard, Mamadou, Abdel, Ousmane, Carlos, Bilongo, soyons égaux. Ça c'est dans la théorie. Si tu n'es pas blanc, tu es considéré moins français que les autres, tu dois te justifier d'être là ou dire merci. Pour ma part, je n'ai pas à m'intégrer, je suis né ici. Ça, ce sont vos propres mots. C'est donc que différence existe. Oui, mais en fait, ça, il faut les vaincre. Oui, mais c'est pas du chef de celui qui les subit de les vaincre. C'est du chef de celui qui les fait subir. Oui, mais parce que institutionnellement, les gens laissent ça dans le paysage français. Tout le monde ne veut pas ces différences-là. Mais c'est à nous, personnes qui sommes victimes de cela, d'être acteurs, combatifs, parce que ce n'est pas un livre victimaire, hein. C'est vraiment un livre de combat pour dire que c'est à nous de vaincre. Et je vous le dis, le pays français, hein, d'ici 5 à 10 ans, il sera gouverné par des personnes qui ont été souvent stigmatisées. Vous croyez à un Obama français? Je n'irai pas jusqu'à là, hein. Pourquoi? Mais je dis juste que... Non, mais pas d'aller jusqu'à là. Pourquoi pas? Non, mais... Parce que vous dites qu'il faut aller jusqu'au bout, il faut avoir toutes les ambitions. Oui, mais je n'irai pas jusqu'à là, parce que nous sommes uniquement en 2023 où on discute tranquillement dans un studio. Mais, je vous le dis, j'ai la conviction, d'ici 5 à 10 ans, il y aura les personnes qui ont été souvent stigmatisées à la tête de ce pays. Votre livre, c'est une histoire faite de lutte, de stratégie de survie, d'intelligence du terrain, avec un esprit de vengeance et de revanche. Vengeance contre qui? Revanche sur quoi? Non, sans esprit de revanche. Sans, oui. Ah oui, sans esprit de revanche. Ah, bah, du coup, ma question tombe. Mais vous appelez la France de demain à tirer sa richesse des origines de tous ses citoyens. Exactement. Mais lutte contre qui? Quand même. Parce que c'est des luttes et de la survie. La survie, ça veut dire, parce que vous n'êtes pas blanc, on veut vous enfoncer. Non, après, c'est aussi la classe sociale. Il faut savoir, vous pouvez être mais ça, c'est pour, noir et arabe, être fils d'ambassadeur, et vivre en France dans le 17e, 18e, et vivre la plus belle vie dans le 18e, dans un coin gentrifié, ou dans le 16e, dans le 15e. On vit sa meilleure vie. Mais dès lors où on est dans une classe sociale les plus basses du pays, dans les quartiers populaires, et une fois que vous êtes aussi... il y a aussi des blancs dans les quartiers populaires. Il y a des Français blancs qui sont avec nous. Eux, ils ont autant à se battre et à lutter que vous. Un peu plus pour nous. Parce qu'ils ont le défaut de l'adresse. Il y aura écrit Sarcelles, Garges, Villers-le-Bel sur leur CV. Donc, ils vont avoir des soucis. Mais comme ils s'appellent Bernard, Henri-Émile, ça passera mieux. Mais si vous appelez Mamadou, Fatoumata, Keita, Camara ou autre, c'est plus compliqué. Et avec le CV, quand il y a écrit Villers-le-Bel, Sarcelles, Garges, c'est plus difficile, malgré vos diplômes. Ça, c'est une réalité. C'est ça qu'il faut une stratégie de survie dans le sens où on va dire, pour tel poste, je ne peux pas. Malgré que j'aime ce poste-là, stratégiquement, je mets une croix, je fais autre chose. Je voulais être architecte, mais c'est très sélectif. Je voulais être kiné, mais c'est compliqué. Faut être parlant en prépa, c'est compliqué, ça coûte cher. J'ai pas les moyens. Stratégie de survie. Et pour nous, c'est ça. Constamment, c'est avoir à géométrie variable. Tel métier, ne nous prennent pas. On a déjà vu à la télé que uniquement telle classe sociale, c'est pas pour nous. Tu veux devenir notaire? Impossible pour nous. Faut être un fils d'eux pour devenir notaire. Donc on passe à autre chose. C'est comme ça. On vous a dit à l'Assemblée, ça avait défrayé la chronique d'ailleurs, qu'ils rentrent chez eux. Certains pourraient penser que si la lutte est autant acharnée, autant rentrer chez... Non, parce que c'est pas... Non. Parce que chez vous, c'est ici. Bah oui, c'est à eux de l'entendre. C'est pas à nous de partir. Je suis né ici. Et il faut savoir que là où vous dites chez vous, il y a aussi une jeunesse, par exemple le Congo, où les gens sont qualifiés. Moi, je ne veux voler à la place de personne au Congo. J'ai rencontré, moi, des jeunes qui me disent « Je veux devenir député », vous êtes mon exemple. « Je veux devenir député ici dans mon pays.
Et même moi, je dis, par rapport à la campagne que j'ai faite, une campagne avec le peuple, sans moyens, je ne sais pas si j'aurais pu être élu au Congo. C'est plus compliqué la politique au Congo. Il y a 40 ans, c'était déjà les mêmes problèmes. Aujourd'hui, les problèmes sont moindres. Déjà, au niveau du public, l'acceptation de l'autre est plus importante qu'il y a 40 ans. Est-ce que ce n'est pas un livre qui vient tard? Non, pas du tout. Il y a des belles avancées. Hein. Aujourd'hui, je suis élu sans souci. Mais il y a des belles avancées et il faut continuer. Encore une fois, je dis, quand je gagne ce mandat, je pense que la même campagne, je le fais au Congo, je perds. Peut-être que j'aurais pas eu même les fonds pour faire campagne. Et en France, pays des Lumières, c'est possible. Pays des possibles aussi. Et dans ce pays des possibles, il faut toujours l'améliorer. Donc c'est pour ça que toutes les personnes qui disent rentrer chez vous, etc., c'est une minorité. Elle est bruyante. Mais je vous le dis, marchez dans la rue. Il y a des Noirs, des Arabes. On n'est même plus sur ces questions-là. À chaque fois, c'est dans les plateaux de télé, on va venir stigmatiser telle ou telle communauté. Mais c'est vraiment une minorité. Et souvent, c'est des séquences où, quand il va y avoir un attentat ou autre, ou une grosse crise économique, qu'on cherche des coupables. Mais sinon, les Français sont unis et c'est un peuple de résistants. Et aussi, c'est un peuple qui a toujours travaillé avec des alliés. Au moment du débarquement pour la libération, Seconde Guerre mondiale. S'il y a un débarquement, c'est que les gens viennent d'ailleurs pour venir vous aider. C'est pas un débarquement qui vient de Vichy et de Paris. Beaucoup de Français ont collaboré. Et ça reste dans les gènes, ça. Vous savez, les mêmes qui stigmatisent. Le jour où j'ai présenté mon livre, il y a eu un discours d'un homme de 86 ans, Léon Natchos, rescapé de la Shoah. Quand il raconte sa vie, quand il explique qu'il était stigmatisé parce que juif, au fond de la classe, les gens se moquaient de la taille de son nez, les gens se moquaient de son nom. Je lui dis, moi, ce monsieur, ça me rappelle des séquences de vie que j'ai vécues en 2000, en 2005 ou en 2010. Et que certains aussi vivent actuellement, la communauté musulmane, souvent qui est stigmatisée. À ce moment-là, on dit quoi? Moi, je me dis que la France de Vichy a fait des petits-enfants. Ça reste dans les gènes. La France de Pétain, ceux qui ont collaboré. Vous savez qu'il y a même des témoignages d'Allemands qui disent que dans les camps, nous, on avait demandé que des hommes, parfois, ils nous ramenaient des enfants et des femmes. Mais nous, on n'avait rien demandé. Les Français eux-mêmes se mettaient même en mouvement pour collaborer, pour dire mon voisin s'appelle Lévy, allez les récupérer. Ces gens-là, ils ont fait des petits-enfants. Ça reste dans les gènes. Et il y a aussi la France de Jean Moulin, les résistants, le 27 mai 1943. C'est la première fois que le CNR, le Conseil national de la résistance, se réunit sous la présidence de Jean Moulin. Eux aussi ont fait des petits-enfants. Et aujourd'hui, ça fait ça. Il y a deux France qui s'affrontent. C'est un combat politique, un combat de vision. Et moi, je suis convaincu que c'est ensemble qu'on va réussir. Le député de la NUPES que vous êtes est visé par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale, abus de biens sociaux et manquement de déclaration à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Aussi, on m'a dû aussi un compte à l'étranger, un compte en Europe de l'Est. Alors, pour ceux qui suivent pas l'actualité française, vous vous êtes expliqué, vous avez appris tout ça par la presse, mais vous n'avez toujours rien eu comme notification de la justice. C'est ça. Toujours rien. Toujours rien. Je vous fais la chronologie des choses. Le jour de la sortie de mon bouquin, je reçois un appel de BFM TV pour dire qu'il y a l'ouverture d'une enquête préliminaire pour soupçon. Soupçon. Mais souvent, les tribunaux médiatiques oublient le mot soupçon. En fait, on va prendre votre photo en grand, on va vous mettre différentes unes. J'ai fait 25 unes en 10 minutes où c'était, voilà, le député Bilongo, fraude sociale, fraude fiscale, abus de biens sociaux, un compte en Europe de l'Est. De l'Est. De l'Est, Europe de l'Est. Il faut savoir que c'est un compte Revolut. L'application, c'est comme PayPal. Oui. Qui était déclaré en plus à haute autorité. Totalement transparent là-dessus. J'avais déclaré que j'avais un compte PayPal, un compte Revolut avec 106 € à l'intérieur, qui n'a pas été utilisé depuis mai 2022. Ça avait été déclaré. Mais les médias ont jugé bon de mettre ça aussi dans l'imaginaire des gens pour dire un peu moins de 200 000 € et ensuite Europe de l'Est pour faire comme si l'argent était dans le compte en Europe de l'Est. Mais chose qui était biaisée. Et ensuite, avec mes avocats, mon expert comptable, on a apporté les réponses aux médias uniquement parce que c'était juste une cabale médiatique. La justice ne vous a toujours pas posé de questions. La justice est passée ce lundi 22. Les policiers
voir mon expert comptable pour récupérer les pièces comptables. Mais uniquement 10 jours après. 10 jours après quoi? 10 jours après une cabale médiatique. Oui, mais si la justice est venue, c'est que certains avaient peut-être eu vent qu'elle viendrait avant qu'elle le soit. Pas du tout. Parce qu'en fait, normalement, il y a le secret judiciaire. Le parquet ne peut pas communiquer avec les médias. Ouais, c'est pas normal. Combien d'acteurs politiques sont visés par des soupçons et des enquêtes préliminaires? On a plusieurs. C'est pas une seule personne. Il suffit qu'il y ait une transaction qu'ils ne comprennent pas. Ils vont dire, enquête préliminaire, soupçon. Ensuite, un jour, vous allez être reçu. Vous allez l'expliquer. Vous allez dire, c'était ça, on savait pas. Vous avez mis de l'espèce, c'était les tantines. Non, on savait pas. Vous savez, c'est ça aussi. On me reproche de 2018 à 2022, vous avez mis dans votre compte 33 000 euros en espèces. En plusieurs fois. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'était déclaré. Vous savez, 33 000 euros en 4 ans, ça fait 9 000 euros, 8 000 euros par an. Et quand on divise, ça fait 600 euros, 700 euros. Et même mes relevés, moi, ça fait une semaine que je suis sur mes relevés. C'était ça les sommes, 700, 800 euros. Moi, j'aime pas déballer ma vie, mais de toute façon, ils l'ont fait sur les plateaux de télé. Moi, j'ai perdu mes parents. Je suis le dernier d'une fratrie de 6 frères et sœurs. Ça veut dire souvent mes frères et sœurs, comme je suis le dernier, financièrement, ils m'aidaient. Chacun donnait 500, chacun donnait 100 euros, ça faisait 500 au final. Je les mettais dans mon compte pour payer les charges, tout simplement. Il n'y a jamais eu de somme astronomique ou autre, mais aujourd'hui, ils ont jugé bon d'ouvrir une enquête là-dessus. Et je suis totalement disponible pour répondre devant la justice. Est-ce que l'administration publique, est-ce que la justice, est-ce que la presse sont de ceux ou participent de ce que vous décrivez dans votre livre? C'est écrit dans mon bouquin en plus. C'était comme si c'était prémonitoire. Que je subis des attaques de mes opposants politiques qui, eux, ont des amis. Franchement, moi, si j'avais des amis qui travailleraient dans différents médias, j'aurais utilisé aussi ce moyen-là. Ce monsieur-là, on l'aime pas trop, il faut lui nuire. Tel ami, t'es journaliste, fais quelque chose. Dans mon bouquin, vous savez, quand le député du Front National, Rassemblement National, me dit retourne en Afrique, quelques jours qui ont suivi, on a dit on lui a dit ça, mais il faut savoir que M. Bilongo, c'est un islamiste, on m'a inventé plein de choses. Et à chaque fois, c'était les mêmes médias. Ils ont dit oui, on a dit retourner en Afrique, mais il faut savoir qu'il est pro-palestinien. En plus, il y avait eu une manifestation en 2014 qui avait dégénéré. Bilongo, il était où en 2014? Il avait quel âge? 23 ans. Montrez les vidéos des émeutes. Ils ont vu, il y avait plein de noirs. Dit il était où, M. Bilongo? Il a fait un communiqué par rapport à ça? Ils ont dit non, parce qu'il était trop jeune. Il devait être là-bas. On va dire qu'il y était. C'est ça, en fait, aujourd'hui. Et en fait, c'est les mêmes procédés. C'est les mêmes personnes qui veulent vous salir. Mais ça marche pas. Malheureusement, ces gens-là, ils sont minoritaires, encore une fois. Ils ont un écho dans le pays, parce que ça passe dans les médias. Mais quand je suis en circonscription avec les vrais gens, quand on discute, c'est une vérité. Vous savez ce qu'ils m'ont reproché? Ils m'ont dit oui, vous avez soulevé votre appartement à votre sœur. Encore une fois, c'était un logement familial, mon appartement, où je vivais avec ma sœur, parce que quand j'ai perdu mes parents, encore une fois, ma grande sœur est venue habiter avec moi.